Bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés pour cette rencontre du meeting intitulée « La vie, un mystère ». C'est un titre très lourd, difficile, que nous allons essayer de décortiquer et d'expliquer grâce à l'intervention de nos trois invités. Je les remercie tout de suite, je les salue de façon générale, puis lorsque je leur donnerai la parole, je les présenterai un peu mieux. Nos trois invités ont chacun dans leur domaine une compétence au niveau national et international. Nécessairement, je devrais limiter la présentation pour des raisons de temps. Le professeur Theo Beur, que je remercie beaucoup d'être ici parmi nous, il est professeur de bioéthique à la Campen Theological University de Lindeboom et président de la Conférence des Églises européennes. Il préside également le groupe de recherche hollandais et belge d'éthique théologique. Ici aussi, en présence, nous avons le professeur Antonio Pesenti, que je vais ensuite appeler à venir sur l'estrade. Il a eu aussi des fonctions très importantes. Il est notamment directeur du département d'anesthésie et de réanimation au Centre Polyclinique de Milan. Il est professeur et directeur de spécialisation en anesthésie-réanimation à Milan, dans deux universités de Milan, à l'université Bicocca. Et puis nous sommes polyglottes et notre troisième invitée est le professeur Elvira Paravicini, qui est directrice du programme de soins palliatifs aux nouveau-nés depuis 2008, je crois, bien qu'elle soit très jeune. Et elle est également professeure de pédiatrie à l'université Columbia Medical Center de New York, dont nous savons que c'est l'une des plus prestigieuses des universités américaines. Merci beaucoup donc à Elvira d'être ici présente parmi nous. J'essaye de dire très brièvement ce que ces trois invités ont, à mon avis, en commun. Ils ont en commun une approche méthodologique que je qualifierais d'expérience de la réalité, c'est-à-dire que dans leur vie professionnelle, ils ont eu à affronter des nécessités auxquelles ils ont répondu par des actes de soins, par des organisations, par des parcours thérapeutiques. Mais ils ont vu ce qui arrivait et ils l'ont évalué. Je crois que l'une des définitions les plus intelligentes de l'expérience, c'est être face à ce qui arrive à la lumière d'un jugement, c'est-à-dire regarder ce qui arrive avec un critère de confrontation, en faisant une comparaison. Alors qu'ont vu nos trois grands amis? Ils ont vu la nécessité, le besoin qu'ils rencontraient et leur manière d'affronter cette nécessité, dans le sens que l'impact avec les limites humaines, humainement, on peut espérer rencontrer quelqu'un qui reste face à ces limites. Et la personne qui reste en son âme et conscience face à ces limites tente de donner des réponses. Mais dans un monde pluriel, les réponses possibles sont extrêmement nombreuses. Et chacun d'entre nous, dans son propre parcours humain et professionnel, peut se rendre compte qu'une hypothèse de réponse peut être moins correspondante par rapport aux besoins qu'une autre. Et donc, nos amis, nos invités,
sont entrés en relation avec une nécessité, avec un besoin. Ils ont cherché à y répondre et ils ont vérifié si cette tentative de réponse correspondait aux besoins de l'autre et à leurs propres besoins. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai peut-être déjà dépassé ce que je voulais dire. La première intervention est celle du professeur Theo Beur. Je le salue très cordialement et je me contenterai d'un seul mot pour approfondir un peu. Pendant 10 ans, il me corrigera si je me trompe, il a fait partie au ministère hollandais de la commission qui autorise les demandes d'euthanasie. Je crois, mais c'est lui qui le dira, qu'en toute bonne foi, il considérait que cette procédure était une solution de dernier recours, a last resort solution. Donc, dans des cas très précis, avec des limites très claires. Mais en regardant les chiffres, en affrontant la réalité, il s'est aperçu que cette solution de dernier recours devenait, comme il l'écrit, une voie, une manière par défaut de mourir, c'est-à-dire une forme de mort automatique. Donc, il le dira lui-même avec son humanité, mais en confrontant ces chiffres à son humanité, il a décidé de démissionner de cette commission. Il a écrit une relation très intéressante, et cette relation, qui m'a été transmise par des amis, m'a fascinée. J'ai été très frappée par cette relation à cause de l'honnêteté intellectuelle qui s'en dégageait. C'est pour cela que j'ai souhaité l'inviter au meeting. Aujourd'hui, les conditions du meeting sont celles que nous connaissons, mais c'est ce que la réalité nous demande aujourd'hui. Et donc, je passe très volontiers la parole au professeur Beur, qui va nous raconter comment il a vécu cette difficile période de sa vie professionnelle et je pense aussi de sa vie personnelle parce que je pense qu'il y a eu des retombées qui n'étaient pas toujours favorables. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Les Pays-Bas ont été le premier pays à rendre l'euthanasie légale. Et dans les prochains 15 minutes, je vais vous parler de cela. Je vais très brièvement parler de l'histoire. Je vais parler des chiffres croissantes et des raisons pour lesquelles l'euthanasie devrait réduire le nombre des suicides violents. Et je vais aussi parler des médecins et l'euthanasie et d'autres développements. C'est-à-dire, est-ce que l'euthanasie peut être contenue? Et ensuite, je vais proposer des réflexions. Tout d'abord, ce que vous voyez à l'écran est un livre qui fait référence au débat sur l'euthanasie. Il s'agit d'un volume très intéressant qui parle du fait que les médecins contribuent à l'éthique médicale. Et donc, parfois, ils peuvent contribuer aux souffrances et aux réflexions par rapport à l'éthique médicale et aux patients. Il y a des personnes qui ont beaucoup souffert, comme ce livre décrit. Vous voyez des images. Une personne qui a eu une amputation presque totale. Donc, ces cas ont déclenché la discussion et le débat sur l'euthanasie dans notre pays. En 1969, il y a eu un livre très intéressant publié sur la matière. En 1972, l'association hollandaise pour l'euthanasie volontaire a été fondée.
En 1985, l'euthanasie a été officiellement autorisée et de fait, les églises protestantes l'ont pardonné, l'ont condamné. Elles l'ont pardonné et permis dans des circonstances particulières. Ensuite, il y a eu des lois très importantes en 1994 et ensuite la loi définitive en 2002. La définition d'euthanasie est le fait de tuer activement un patient sur sa demande de la part d'un médecin. Mais l'euthanasie n'est pas le fait de s'abstenir du traitement médical. Dans certains pays, parfois l'euthanasie veut dire s'abstenir des soins, du traitement, mais ce n'était pas le cas pour les Pays-Bas. Si j'utilise le terme euthanasie, donc, je parle de l'euthanasie, mais aussi des cas de suicide assisté médicalement. La plupart des patients préfèrent la présence du médecin, donc ce qui est le cas du suicide médicalement assisté. Voyez maintenant les critères pour l'euthanasie. Tout d'abord, un diagnostic médical. Ensuite, la demande du patient. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas parler d'euthanasie. Troisièmement, il faut que le patient ait des souffrances insupportables sans possibilité d'amélioration, parce que encore, cela sans ces conditions, il ne serait pas une euthanasie. Ensuite, il faut être des malades dans la phase terminale, en phase terminale. C'est un terme que je considère et un critère un peu controversé, mais qui fonctionne. Donc, si on n'est pas considéré comme des malades en phase terminale, on ne peut pas parler d'euthanasie. Et en dernier lieu, la possibilité pour les médecins et pour les institutions de s'abstenir de cette pratique. Aux Pays-Bas, les médecins ont ce type d'obligation. Comme disait le modérateur, j'ai fait partie d'un comité pour donc évaluer la pratique de l'euthanasie, composé par 10 médecins qui donc faisaient des consultations en termes d'euthanasie et qui évaluaient les demandes d'euthanasie aux Pays-Bas. Notre tâche était celle de vérifier les critères de l'euthanasie. Il fallait donc évaluer cas par cas et identifier s'il y avait les obligations juridiques pour approuver l'euthanasie. C'est une évaluation qui dure 5 ans. Tous les 5 ans, il y a une relation gouvernementale qui est rédigée. Mais quels ont été les développements? Quelques chiffres à propos des pathologies. Vous voyez les chiffres. Certains font référence à 2002 et d'autres 2019. En 2002, il y avait environ 1883 cas et la plupart c'était de cas de cancer. Il y avait d'autres types de maladies, mais la plupart c'était de cas de cancer. Dans l'image en bas, vous voyez que le cas de cancer représente encore la majorité, mais il y en a beaucoup d'autres
Et on a eu aussi des cas de demande d'euthanasie pour des cas psychiatriques. Et au-delà des cas psychiatriques, il y a aussi eu des cas de personnes handicapées ou avec la syndrome de l'autisme, ou par exemple de problèmes aux oreilles. Il y avait environ 6300 cas au total. Or, il y a une argumentation très importante par rapport à l'euthanasie et à la possibilité de faire demande d'euthanasie. L'euthanasie ne va pas empêcher aux personnes de se suicider. Dans les 10 dernières années, les cas d'euthanasie ont augmenté de 150%. Et le cas de suicide ont augmenté de 35%. Dans tous les pays voisins, le nombre de suicides a baissé. En Allemagne, par exemple, un pays voisin qui a le même âge moyen, et la tendance était en baisse pour les suicides. Alors qu'aux Pays-Bas, le nombre de suicides a augmenté de 35%. Le directeur du Bureau of Statistics a dit que on discute beaucoup sur le fait de mettre fin à la vie d'une personne et donc les personnes vont se comporter par conséquence. Donc il y a un environnement, une certaine atmosphère qui nous fait penser que la mort est la solution à tous nos problèmes. On est maintenant dans une culture où la mort est une solution à toute forme de souffrance insupportable. Donc on ne doit pas croire à cette thèse selon laquelle l'euthanasie fait baisser les suicides, parce que c'est tout le contraire. Un autre aspect très important est lié aux médecins qui sont toujours plus réticents à assister des personnes dans le cas d'euthanasie. Cela signifie que toujours plus de médecins pensent que l'euthanasie n'est pas la méthode correcte. 2/3 des médecins aux Pays-Bas se sont sentis sous pression ou ont vécu des cas qui étaient difficiles d'un point de vue émotif, et ils disent que très souvent ce type de stress est négligé ou sous-évalué. Je crois que si aux Pays-Bas on avait le même niveau de soins palliatifs aux années 80, très probablement on n'aurait même pas légalisé l'euthanasie. Parce que actuellement, les Pays-Bas ont un système de soins palliatifs très élevé, de très bonne qualité. Donc les personnes s'adressent premièrement aux soins palliatifs et ensuite à l'euthanasie. Donc je pense que l'euthanasie a à faire avec le désespoir et le manque du sens. J'ai un ami qui est médecin qui assiste très souvent des patients qui demandent l'euthanasie. Et par exemple, il m'a dit que si j'avais jamais un cancer, je préférerais avoir des soins palliatifs, non pas aux Pays-Bas. Si on vit dans un pays où l'euthanasie n'est pas légale, les soins palliatifs sont très poussés. Aux Pays-Bas, préfèrent tout de suite adopter la méthode de l'euthanasie. C'est plus simple. Et j'arrive maintenant à ma conclusion.
je vais vous parler de quelques développements qui ne sont pas très rassurants. Tout d'abord, il y a une diffusion de l'euthanasie. D'abord, elle était pensée pour les malades en phase terminale, mais maintenant, elle est ouverte à d'autres types de patients, par exemple les patients psychiatriques. Elle était au début une exception et maintenant, elle est utilisée par défaut. Et cela nous fait comprendre que les soins palliatifs ne sont pas encore suffisants. J'ai vu que dans certaines zones des Pays-Bas, 12% des morts a été causé par l'euthanasie. Cela signifie que ce chiffre pourrait arriver à 25% dans d'autres cas. J'ai ajouté d'autres développements qui sont très décourageants. Tout d'abord, il y a une nouvelle proposition de loi qui dit que toutes les personnes qui ont plus de 75 ans peuvent demander l'euthanasie indépendamment de la maladie dont ils souffrent. Ensuite, au Canada, on a ajouté la condition de mort prévisible. Et ils ont enlevé cette mort et ils ont dit que toute personne qui souffre d'une maladie peut demander l'euthanasie. Et il y a même eu des personnes qui ont demandé l'euthanasie pour des enfants. En juin 2019, la période d'attente de 15 jours en Oregon aux États-Unis a été éliminée. Et il y a quelques mois, un médecin a été accusé parce que il avait fait une euthanasie sur un patient que, de fait, ne la voulait pas. En conclusion, je pense que nous sommes devant un fait. Ceux qui pensent que mes préoccupations sont alarmistes se trompent parce que nous sommes vraiment en train d'aller dans une direction mauvaise. Nous ne sommes pas dans la bonne direction. L'euthanasie est devenue la manière avec laquelle on gère et on fait face à la mort et à la tragédie. Comme le tourisme change la manière dont on regarde le monde. Et je pense aussi que l'offre augmente la demande. Donc si on autorise l'euthanasie, non seulement il y aura plus de personnes qui vont la demander, mais il y aura plus de personnes qui vont la considérer comme un développement très intéressant et qui seront donc fascinées par cette méthode. Je pense donc qu'il ne faut pas se demander est-ce que à un moment donné, l'euthanasie sera approuvée en Italie. Mais on doit juste se demander quand. Merci. Excusez-moi, je m'apprêtais à applaudir. Je m'apprêtais à applaudir parce que il me semble qu'il n'y a rien à ajouter. Je serais tentée de dire en anglais que c'est impressive, que c'est impressionnant en français, par la netteté des chiffres, des faits, qui permettent de faire une prévision totalement légitime. Pour économiser un peu de temps, je me réserve la possibilité de faire des commentaires à la fin. Le professeur Antonio Pezzenti est entré en contact avec une autre forme de besoin humain qui a explosé, qui a éclaté, la nécessité causée par la pandémie. Il a dû organiser le réseau des réanimations en Lombardie en interaction avec l'Italie et avec les autres régions pour trouver de façon très simple le plus de lits possible
pour que le moins de personnes possible, évaluées cas par cas, pour lesquelles qui puissent bénéficier d'une réanimation, pour que le moins de personnes possible puissent être exclues de la réanimation si elles en avaient besoin. Mais on voit bien que les questions cliniques et la question humaine sont unies. Quelle était l'alternative, l'autre manière de répondre? C'est-à-dire faire a priori des catégories. Ceux qui entraient dans une certaine catégorie pouvaient entrer en réanimation, les autres non. Mais je ne veux pas enlever plus de temps au professeur Pezzenti et je lui demande de me rejoindre sur l'estrade. Je le remercie car il a dû aujourd'hui affronter le voyage pour nous rejoindre. Un voyage bref et agréable. Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être ici. Le temps presse, donc je vais commencer tout de suite avec ma présentation. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Tout d'abord, nous savons qu'en Italie, il y a eu presque 36 000 morts à cause de la Covid. Nous savons que les morts de Covid sont 1-2% du total des personnes infectées. Cela veut dire que en Italie, si on a eu 36 000 morts, il y a eu 1 800 000 personnes contaminées. Et en Lombardie, il y a eu presque 17 000 morts et donc presque 8,5% de la population a été contaminée. Certaines zones, par exemple dans la région de Bergame où je suis née, on a calculé que presque 40% de la population est rentrée en contact avec le virus. Il y a différentes raisons et je ne vais pas discuter de cela, c'est un grand problème. Nous, c'est-à-dire des médecins réanimateurs, nous savions déjà en mi-janvier, grâce à des informations reçues de la Chine, que le système de thérapie des soins intensifs aurait subi un grand stress parce que beaucoup des données nous faisaient comprendre que des milliers de lits aux soins intensifs étaient nécessaires. Et on comprenait que cette fourchette allait de 5 000 malades, mais jusqu'à des dizaines de milliers de malades. Donc, on a créé un système de coordination, par exemple en Lombardie, qui a été la région la plus touchée. Au début de l'épidémie ou de la pandémie, vous pouvez préférer Il y avait 127 lits aux soins intensifs. Si vous regardez cette courbe qui part du 24 février, vous voyez que il y a deux courbes en fait, une jaune et une orange. L'orange, la disponibilité de lits aux soins intensifs, et le jaune, c'est le nombre des malades aux soins intensifs. Donc, si la première semaine, on a eu 200-300 personnes malades, petit à petit, le nombre a augmenté et on avait 100-120 malades chaque jour. Et comme je vous disais, on avait 120 lits à la base, donc c'était très difficile de trouver un lit pour chaque personne malade. Donc on a décidé de consacrer une partie des soins intensifs aux malades Covid. On ne pouvait pas les isoler et donc on les a tous réunis dans différents services de soins intensifs. Et les lits n'étaient jamais suffisants. Donc chaque jour, on demandait de nouveaux lits ou on créait de nouveaux lits dans les couloirs, surtout dans les blocs opératoires. On a bloqué totalement l'activité chirurgicale et on est arrivé à avoir
1400 malades simultanément aux soins intensifs. Plus que 1400 malades de Covid-19 aux soins intensifs. On a transféré des malades dans d'autres régions, dans d'autres services. On a transféré des malades en Allemagne. Et en début avril, le nombre des malades a commencé à diminuer. Sûrement, il y a eu un moment où on avait des problèmes, où les lits n'étaient pas suffisants. Et certes, dans certains cas, on a dû faire un tri sur le malade. Parce que il y avait une pénurie de ressources qui était très différente de la pénurie de ressources qu'on a dans le cas d'une catastrophe, quand il y a un tremblement de terre, une bombe ou un attentat. Dans quelques minutes, tout est terminé. Donc, si on va sur le lieu de la catastrophe, on comprend tout de suite ce qui se passe. Mais dans ce cas, dans le cas de la pandémie, la catastrophe n'avait pas de fin. Donc, elle continuait jour après jour. Si, dans le cas d'une catastrophe, on a des priorités. On choisit le malade qui a le plus de possibilités, de probabilités de survie. Dans le cas de la pandémie, on avait un autre problème, parce que si on occupait un lit en jour, on savait que peut-être 10 minutes après, il y aurait eu une autre personne qui aurait eu plus droit à ce lit. Parce qu'on recevait 50, 60 personnes par jour. Et je n'avais pas le temps de réfléchir devant ces événements. La Société italienne d'anesthésie-réanimation, à un moment donné, nous a dit qu'en cas de nécessité, on aurait pu avoir une approche utilitariste. Je pense qu'on ne l'a pas trop utilisée. Mais c'est-à-dire favoriser l'accès aux soins intensifs à ces personnes qui auraient pu en profiter le plus. Il y a un exemple typique du Talmud qui spécifie que 2 personnes peuvent avoir une bouteille au milieu du désert, mais que personne ne peut survivre avec la moitié d'une bouteille. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une seule bouteille, mais 2 personnes? Bon, c'est très difficile. C'est vrai. Je ne suis pas un éthicien, donc très souvent je néglige cette discussion, mais c'est une discussion importante. Aux États-Unis, on a pensé d'attribuer les ressources par tirage au sort. Nous, en Italie, on a essayé de suivre le bon sens. On a choisi une approche utilitariste quand nécessaire. Et c'est quelque chose que les personnes qui sont aux soins intensifs utilisent très souvent, parce que normalement, on n'accepte pas tout le monde. Mais ceux qui peuvent tirer parti et bénéficier des soins intensifs. Parfois, il y a des patients très âgés qui arrivent avec d'autres conditions, avec d'autres pathologies. On sait déjà qu'il a très peu de probabilité de survivre à la ventilation mécanique. Donc, parfois, on décide, surtout s'il y a déjà des pathologies préexistantes, que l'hospitalisation aux soins intensifs n'est pas adaptée. Dans certains cas, on a pensé d'utiliser le même ventilateur pour 2 patients. Mais dans la pratique, pendant cette pandémie, on n'a pas utilisé ce type de méthode. Ce qui est arrivé au final est ce que vous voyez dans cette photographie, c'est-à-dire les très célèbres camions à Bergame qui transportaient les cercueils des personnes décédées.
Je dois admettre que cette situation d'isolement du malade contaminé ne s'était jamais vérifiée en Italie. C'était des malades qui n'avaient plus de relations, plus de contact avec leur famille. Ils pouvaient juste parler par téléphone. À Bergame, on a fait la crémation de beaucoup de corps et on ne savait même plus où ils étaient dans certains cas. Mais déjà, on a eu l'aide de la technologie, on a utilisé les iPads, les téléphones pour garder le contact avec la famille très vif et pour garder les patients conscients. Et j'ai été vraiment touchée par la solidarité des donneurs, des bénévoles. Je pense que les personnes les bénévoles ont vraiment ont aidé vraiment beaucoup. Un autre problème qui m'a beaucoup touchée a été la question éthique de la science, de la recherche dans ces cas de figure. La recherche et l'innovation en médecine ne peut pas être faite sur les quotidiens. On ne peut pas annoncer sur le quotidien national qu'un médicament peut sauver des vies et ensuite je vais être considérée comme un criminel si je ne l'utilise pas. Mais au moment où personne ne sait si ce médicament peut vraiment sauver de vie. Il faut toujours garder à l'esprit la méthode scientifique, même pendant les pandémies. On peut faire différentes expériences, mais il y a une éthique de la science et de la communication qui doit être respectée. Il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir de donner des nouvelles quand elles ne sont pas bien fondées. En dernier lieu, vu que je n'ai pas beaucoup de temps encore, il faut toujours se rappeler qu'une maladie épidémique, et je vous promets, j'ai vu la maladie et la pandémie d'Ebola en Afrique, est un problème de santé publique. Les soins intensifs ne sont pas le remède pour un manque d'action en termes de santé publique. Dans les 40 dernières années, on a pensé que les maladies infectieuses n'étaient plus un problème. On a décidé que la vie privée était plus importante que la santé. On a décidé que les malades de tuberculose ne sont plus un problème. Que nous avons pensé que les enfants avec le pouls peuvent aller à l'école. Ce n'est pas une vraie maladie, mais c'est juste un exemple de comment on a oublié les problèmes d'hygiène et de santé. Le premier remède aux maladies infectieuses est l'isolement. Il faut créer un système qui commence à soigner les malades avant qu'ils arrivent à l'hôpital. C'est quelque chose que, à cette époque, manque encore. En Italie, nous avons des grands hôpitaux, mais le travail sur le terrain et le travail, par exemple, des médecins aux écoles doit se reconvertir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci vraiment. Cette recherche passionnée pour évaluer la situation clinique précise et par exemple avoir un ventilateur pour 2 personnes ou un personnel d'assistance qui n'avait pas seulement 2 patients mais pouvait en avoir 3, créer de nouveaux espaces, toute cette inventivité pour tenter de garantir une évaluation et un tri centré sur la personne et non sur la catégorie a priori.
Professeur Paravicini, je me contenterai de dire que vous êtes la fondatrice au niveau mondial de ce que l'on appelle le comfort care, les soins de confort. On en a peut-être déjà entendu parler, mais c'est très intéressant de voir que une personne qui travaille pour mettre au monde des enfants qui vont bien, qui vont être en quelque sorte performants, que cette personne découvre au cours de son activité qu'il y a d'autres enfants, d'autres familles, d'autres besoins, et qui décide de se consacrer, pas exclusivement, mais d'accorder une place à ces personnes-là également. Merci Elvira. Merci à vous. Je me sens un peu Mickey Mouse après les deux professeurs qui viennent de prendre la parole, mais je suis heureuse d'être ici et de vous raconter, de vous parler un peu de mon programme. Je commencerai en disant que j'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour le soin des nouveau-nés. Je l'ai compris après coup, mais il y a en réalité deux raisons pour lesquelles cet âge me fascine particulièrement. Tout d'abord, à cette époque de la vie, c'est celle qui contient la plus grande promesse, parce que le jour où nous naissons, nous avons devant nous toute la vie. Donc c'est le point d'ouverture le plus grand, tout peut arriver. Et le deuxième aspect qui me frappe chez les nouveau-nés, c'est qu'ils sont totalement dépendants en tout. Et cela m'intéresse énormément, parce que je me dis toujours que si nous étions conscients en tant que nouveau-nés, mais nous le sommes nous en tant qu'adultes pour eux, mais nous avons tendance à perdre ce sens de la promesse qui nous est donnée et de notre dépendance, qui reste toujours là, même à l'âge adulte. Donc le rapport avec ces nouveau-nés m'aide à vivre avec cette conscience. C'est pour cela que j'ai étudié la médecine, que je me suis spécialisée sur les nouveau-nés et que j'ai tenté de contribuer pour sauver la vie de ces nouveau-nés. Et les rares fois où j'ai échoué, où je n'ai pas réussi à soigner mon patient, c'était quelque chose que j'écartais un peu en me disant il n'y a plus rien à faire. J'ai essayé, mais j'avais toujours l'amertume dans la bouche. En 1984, je me suis installée à New York et ce problème est devenu important parce que dans le petit service de soins intensifs de 5 lits dans l'hôpital italien dans lequel je travaillais, je me trouvais dans un service maintenant de 60-70 patients. Et mes petits patients à New York sont beaucoup plus petits et beaucoup plus malades que ceux que je soignais en Italie. Si bien qu'à un moment, j'ai été obligée de me poser cette question. Que faire quand un enfant vient au monde trop tôt et donc il est trop fragile et que je ne peux pas le sauver? Ou bien lorsqu'il a une pathologie que je ne peux pas soigner? Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu deux positions possibles face à ce problème. La première, ce sont les médecins qui traitent de façon agressive les patients, même s'ils savent qu'ils ne s'en sortiront pas. Et c'est terrible parce que le patient meurt de toute façon, mais on le fait souffrir jusqu'au bout. Et l'autre position, c'est celle des médecins qui décident qu'au fond, une vie n'a plus de valeur, qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue, qu'elle n'a plus de but. Et alors les médecins décident que la vie est terminée. Et dans ce cas-là, ils coupent l'accès à l'alimentation ou bien ils donnent des traitements pour mourir. Cela ne me plaisait pas parce que la vie ne nous appartient pas. Nous n'avons pas choisi notre date de naissance, nous n'avons pas choisi d'être vivants en cet instant précis. Nous ne pouvons donc pas décider quand notre vie se terminera et encore moins celle des autres. Et alors je me demandais quelle était l'alternative possible. Au fond, si la vie est donnée, j'ai décidé de la suivre. Lorsque je vois mes patients, je ne vois pas que un petit enfant de 2,5 kg. Je vois 2 bras pleins chargés d'amour qui me le tendent, qui l'ont mis au monde et qui le conduisent vers son destin. Donc ce que je peux faire en tant que médecin, c'est servir
le parcours de vie de ces enfants, en respectant le fait que leur vie est donnée. Et le critère de mon soin médical, c'est que si mon effort ne peut pas les sauver, qu'au moins ils vivent leur vie naturelle. Cette position me plaît beaucoup parce qu'elle respecte la nature et puis c'est une aventure. Elle est dramatique, il s'agit de suivre le patient. On connaît le point de départ mais pas le point d'arrivée. J'y joue mes connaissances médicales, mais mon patient, l'enfant, est celui qui trace le trajet. Et c'est comme ça qu'est partie l'aventure des soins de confort. Ce qui était clair pour moi, c'est que je voulais proposer une solution qui respecte le cours de la vie. Et je me suis donc trouvée dans la situation de proposer certaines choses qui me semblaient adaptées pour cela. Par exemple, comment un nouveau-né peut-il goûter la vie? Il doit pouvoir bénéficier de l'étreinte de ses parents. Il ne doit pas souffrir et recevoir des médicaments s'il souffre. Par exemple, pour les bras des parents, un enfant avec une vie brève est placé en soins intensifs. On ne fait peut-être rien, on le met dans un coin, dans une couveuse, et les parents peuvent être là avec lui. Mais ce n'est pas la solution idéale. La maman vient d'accoucher, elle a peut-être eu une césarienne, elle ne peut pas passer la journée debout ou sur une chaise. Alors, l'idée était de dire ces enfants doivent être au lit avec leur mère. Et lorsque j'ai lancé une idée de ce type dans mon hôpital, je me suis trouvée face à un mur d'objections. L'enfant va mourir et tu le mets dans la chambre de sa mère, qui va s'en occuper? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, face à toutes ces objections, ce que j'ai fait, c'était d'être avec eux. Par exemple, le premier cas, l'enfant est né, je suis allée avec la mère et avec l'enfant et l'infirmière. J'ai passé la journée entière avec eux et j'ai expliqué à l'infirmière, on peut faire tel soin, on peut soutenir, aider un peu cet enfant. Donc je me suis impliquée et j'ai aidé à affronter des étapes. Même chose avec l'alimentation par exemple, parce que pour certains enfants, téter quelque chose est le seul plaisir de la vie, en pensant que c'est une vie brève. Alors je crois que j'ai le seul programme au monde qui a un spécialiste de la nutrition qui va évaluer la capacité à téter et à déglutir de ses enfants parce que nous ne voulons pas les nourrir forcément. Donc ce doit être quelque chose qui doit être fait de manière saine, de manière juste. Mais cette personne travaille avec moi et elle aide ses enfants, qui ne vivent peut-être que quelques jours, à manger. Et ainsi, petit à petit, j'ai établi des lignes directrices et j'ai trouvé sur mon chemin d'autres professionnels, des médecins, des infirmières, qui ont été fascinés par ce que je proposais et qui sont venus travailler avec moi. De ce point de vue, mon programme est né en quelque sorte à l'inverse de la manière dont les programmes naissent habituellement. D'habitude, on fait un projet, un budget, on embauche des personnes et ensuite on part. Ici, c'était le contraire. Je savais ce que je voulais faire. Je suis partie avec mes ressources de temps et d'expérience professionnelle. Et au fil du temps, les ressources en personnel et en financement sont arrivées. C'est arrivé parce que, en apprenant à partir des nouveau-nés, je suis restée ouverte à la promesse, mais aussi à la dépendance totale de la réalité. Tout m'a été donné. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi, par exemple, à un moment donné, il y a quelques années, une infirmière voulait venir travailler avec moi. Elle m'aidait beaucoup après son travail. Et à un moment donné, j'ai reçu un grand don de la part d'une fondation pour le salaire pour 3 ans pour une infirmière. Et je lui ai offert le poste et elle a donc quitté son poste d'infirmière en soins intensifs au bout de 30 ans. Et elle est venue à travailler avec moi alors que son salaire n'était assuré que pour 3 ans. C'était un choix très courageux, mais fondé parce qu'elle perçoit la même chose que moi. Et heureusement, elle travaille encore avec moi. Ça n'a pas duré seulement 3 ans. Donc, nous avons trouvé des bienfaiteurs et dans les 5 dernières années, nous avons eu des dons qui s'élèvent à 1,5 milliard de dollars.
Donc j'ai pu embaucher également l'infirmière, mais aussi le spécialiste en nutrition. Tout est vraiment donné. Je ne peux pas donner les détails ici, mais tous ces dons sont arrivés d'eux-mêmes. Et donc mon programme aujourd'hui est partie intégrante de l'Université Colombo, mais elle est financée indépendamment. Donc les personnes qui travaillent dans mon programme, c'est moi qui les choisis. Et c'est donc très important. Pourquoi? Parce que mon programme est particulier. En Amérique, il y a plus de 230 centres qui offrent des soins palliatifs pour les nouveau-nés. Mais mon programme est différent. Quelle est notre vision? Où voulons-nous arriver? Nous voudrions que cette approche qui respecte la vie et donne un confort à l'enfant et aux familles soit possible dans le monde entier pour tous les enfants qui ont des problèmes graves. Donc nous nous sommes lancés également dans le domaine de l'éducation. Au fil des années, nous avons toujours organisé des cours, des formations pour les infirmières et l'année dernière, nous avons fait une formation internationale avec des professionnels qui provenaient de 19 États d'Amérique et également des professionnels d'Italie, d'Angleterre, d'Australie, du Burundi et de la Russie. Donc le Covid lui-même ne nous arrête pas puisque nous travaillons actuellement pour lancer un cours permanent via vidéo accrédité par le ministère de l'Éducation pour proposer cette approche, cette vision dans le monde entier. Pour conclure, je voudrais vous raconter l'histoire de l'un de ces enfants pour vous faire comprendre ce que signifie ce fait de suivre très simplement le patient dans sa vie naturelle au lieu d'imposer notre propre vision. Donc cet enfant, Samuel, pendant la grossesse, a eu le diagnostic de trisomie 18, qui est une maladie génétique très grave, incompatible avec la vie. Il avait également une cardiopathie très grave. Et sa maman désirait que son enfant puisse vivre le plus longuement possible, même si elle savait que sa vie aurait été brève. Nous avons donc échangé plusieurs fois pendant la grossesse. Et elle m'a dit clairement qu'elle ne voulait pas de réanimation, qu'elle ne voulait pas d'hospitalisation en soins intensifs. Elle ne voulait pas des prises de sang. Elle voulait juste avoir Samuel avec elle et le laisser vivre ce à quoi il était destiné, qui est le cœur au fond de la proposition que nous faisons aux parents. Il s'agit d'une famille juive, très religieuse, qui avait 6 autres enfants. Et elle voulait absolument que le reste de la famille connaisse cet enfant. Donc le jour de l'accouchement est arrivé et cet enfant est né de façon positive. Il respirait, il était rose, il était petit, il ne pesait qu'1,8 kg, mais il était très vivace. Donc dans la salle d'accouchement, il y a ce moment de grande fête. Samuel est là et c'était la seule chose qui comptait. Un moment de joie et de gloire, comme dans tous ces cas-là. Au bout de 2 heures environ, nous transférons la maman et l'enfant avec le reste de la famille dans le service de post-accouchement. Lors de l'examen, je comprends qu'il y a une complication et je soupçonne un problème. Et après un test, j'ai la confirmation, c'est-à-dire que l'œsophage de cet enfant n'est pas formé. Et cela complique la situation parce que nous ne savions pas comment nourrir cet enfant. Donc il y avait 2 alternatives, soit le mettre en soins intensifs et le mettre sous perfusion, soit le laisser mourir de faim et de soif. Aucune de ces 2 options ne m'attirait, donc j'en parle avec la famille bien entendu, et eux non plus ne savaient pas quoi faire, parce qu'aucune des 2 solutions n'était satisfaisante. J'appelle le chirurgien et je lui demande, est-ce que l'on peut faire une opération palliative pour permettre d'une manière ou d'une autre de nourrir cet enfant? Le chirurgien était tout à fait disposé à nous aider, mais il était très inquiet parce qu'il y avait une cardiopathie très lourde, donc un risque opératoire grave avec l'anesthésie. Cet enfant pouvait mourir en salle opératoire, au bloc, et nous risquions de raccourcir sa vie. Donc nous échangions, nous discutions. Pendant ce temps, une jeune infirmière qui travaille avec moi prend l'initiative et dit: pour l'instant,
on est encore vivant. Vivons l'instant présent, on va déjà lui donner son bain avec la mère. La mère tenait beaucoup à donner le premier bain à cet enfant. Donc cette infirmière, comme si de rien n'était, prend la bassine d'eau, va dans la chambre de la mère, le savon, il le lave, il le masse. Une expérience magnifique, le reste de la famille était là, il joue avec l'enfant, avec l'eau, un moment parfait auquel il ne manquait rien. J'observe la scène de la porte ouverte puisque j'étais dans le couloir en train de parler avec les autres médecins. Et je comprends que cette infirmière avait raison. Il s'agissait de vivre l'instant présent, de suivre Samuel, la réalité. C'était la seule chose que nous pouvions faire. Mais je n'imaginais pas ce qui allait se passer à partir de ce moment-là. Pendant que Samuel était lavé, essuyé et parfumé dans les bras de sa mère, et je vois que tout à coup, il change de couleur. Il ne semble plus respirer. Il semble dormir. Et nous disons à sa mère, son heure est venue, garde-le avec toi, parle-lui, parce que c'est le moment. Et en quelques minutes, son cœur s'est arrêté. Voilà, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Nous étions désespérés pour trouver une solution, mais lui, l'enfant lui-même, Samuel, a pris l'initiative et est parti. Il s'est abandonné à ses bras pleins d'amour qui l'ont voulu en vie et qui l'ont tenu en eux. Donc encore une fois, mon patient m'a servi de guide. Et je voudrais dire que ce n'est pas une exception, c'est seulement l'un des très nombreux exemples de ce qui arrive dans mon travail lorsque je regarde ces petits avec attention et que j'attends tout d'eux. Et à chaque fois, c'est comme cela. Je pourrais écrire un livre de ces cas. C'est toujours une surprise. Il suffit de les suivre. Merci. Merci beaucoup, Elvira. Le petit bain de Samuel qui dure pour toujours. Les chiffres de Théo, sa démission de la commission dure pour toujours. La recherche d'Antonio Pezzenti pour une réanimation saine dure pour toujours. Être attentif à la réalité, s'en étonner d'une manière ou d'une autre, devient la seule voie pour saisir les signes du sublime, pour que les décisions se fondent sur les faits et non sur les idées. Merci pour ces 3 témoignages, pour ces exemples qui servent d'exemple pour le titre du meeting. Merci vraiment. Au revoir, à bientôt.